Bonjour Elsa, Bonjour Baptiste. bienvenue dans cette nouvelle émission de TV d'Alzan avec un sommaire copieux. En effet, aujourd'hui nous allons beaucoup parler Vous orientation. voulez dire Parcoursup? En effet, Parcoursup initié en 2018 avait pour objectif de faciliter la vie de nos étudiants français. Alors, est-ce le cas? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça, et nous le verrons. Autre sujet, le conflit de génération. Conflit, je n'irai pas jusqu'à là, mais plutôt ce refrain souvent entendu, le « c'était mieux avant ». Alors, était-ce mieux avant? Eh bien oui, eh bien non, on verra ça aussi. La nouvelle émission de TV d'Alzan, c'est maintenant. Nous on rejoint en plateau Monsieur François Dufour, directeur adjoint de l'Institut Emmanuel d'Alzan. Bonjour. Bonjour à vous. Et Ilan Benaïssa de Première Neuf. Bonjour. Je me tourne vers toi, Iliane, dans un premier temps. Pourquoi avez-vous choisi de traiter le sujet Parcoursup ? Car tout simplement, le terme Parcoursup revient chaque année dans la bouche des parents et des lycéens. Il n'en demeure pas moins que cela reste une étape importante, primordiale pour l'ensemble des lycéens français. Dès lors, c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire l'objet de ce reportage. Découvrons ensemble. En lieu et place des anciens dossiers papier, Parcoursup a été initié en 2018. À l'origine, cela devait faciliter l'orientation de nos bacheliers. L'ennui est que la procédure n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Alors, Parcoursup est constitué de plusieurs étapes. Elle commence fin décembre, quand vous allez pouvoir rentrer sur le site et voir les différentes formations qui se seront inscrites. Vous avez jusqu'à début mars pour sélectionner vos vœux. Et début juin, vous allez recevoir les premières réponses. Aujourd'hui, Parcoursup offre-t-il plus d'avantages ou d'inconvénients ? Donc en 2018, Parcoursup a commencé et avant c'était APB. APB, c'était admission post-bac, c'était un petit peu le même fonctionnement, sauf que vous aviez un certain nombre de vœux que vous pouviez faire, sauf qu'il fallait les hiérarchiser. Alors qu'aujourd'hui, tous les vœux que vous faites, on ne connaît pas l'ordre, vous n'avez même pas décidé de l'ordre, vous le décidez finalement au moment de la phase d'admission. Quand vous allez dire oui ou non, c'est là que vous décidez réellement de l'ordre dans lequel vous voulez faire telle ou telle formation. Donc avant, on hiérarchisait les vœux et on avait les réponses que du premier vœu, en tout cas le premier vœu qui était accepté. Si vous étiez accepté au deuxième vœu, vous ne saviez jamais si dans le troisième vous étiez accepté ou pas. Donc quand même, on peut dire que Parcoursup là-dessus est un peu mieux. Après, c'est vrai que ça a démultiplié le nombre de dossiers puisque les dossiers sont numériques et non pas papier. Et du coup, ce nombre de dossiers fait que les formations ont beaucoup plus de dossiers à étudier. Et ça rend un petit peu plus compliqué la lisibilité des bulletins et des dossiers. Mais n'oubliez pas qu'avant, c'était carrément des dossiers papier et vous aviez droit à un ou deux vœux. Donc finalement, je pense qu'on a toujours peur de Parcoursup, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Alors comment gérer le stress généré ? Alors justement, ce qui provoque le stress, en fait, c'est tout ce temps d'attente que l'on va avoir. Donc on voit la liste d'attente défiler, on voit qu'on n'a pas de formation, ou en tout cas pas celle qu'on veut, et c'est ça qui va créer ce stress. Après, il faut quand même penser que, comme je vous le disais, ça dure tout l'été, donc rien n'est perdu. Donc ça, c'est important de le savoir. Juste savoir que c'est normal de ne pas avoir de oui le 1er juin. Ça arrive très fréquemment. En imaginant Parcoursup existant depuis nombre d'années, aurait-il pour autant changé nombre de parcours ? Déjà, il y a plus de 20 ans, j'avais pas le choix. J'avais déjà une orientation qui était peut-être pas aussi renseignée qu'aujourd'hui, puisqu'on avait des idées assez fermées des métiers possibles. Moi, j'avais pas le choix des formations. Outre le fait que je voulais faire une prépa MPSI, j'avais pas la possibilité de choisir plusieurs lieux. Donc c'est vrai que si aujourd'hui j'étais à votre place, je pourrais faire plusieurs dossiers. En tout cas, j'aurais pu avoir le choix. Justement, Monsieur Dufour, si Parcoursup avait existé à votre époque, est-ce que vous auriez eu la même carrière que vous avez eue ? Alors ça, c'est une question que je me pose souvent. Moi, je suis enseignant, fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant, neveu d'enseignant. Le virus est arrivé très tôt dans ma famille. Donc j'ai vécu dans cet univers. J'ai vu des gens heureux d'influer sur la culture, le cours des choses, la société, la joie d'être à l'école pour les jeunes. Donc l'enseignement pour moi est un engagement dans lequel je me reconnais totalement. Mais j'avoue que quand je refais le film à l'envers, avec un peu de nostalgie, je me dis que non, peut-être que je n'aurais pas suivi le même chemin. Les arts m'auraient beaucoup intéressé, les sciences politiques m'auraient beaucoup intéressé. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de voir, Parcoursup permet justement
d'envisager tous ces possibles avec des recherches par mots-clés, des recherches par formation. Et on s'aperçoit que ce que l'on appelle le déterminisme familial, un petit peu, et dont ceux de ma génération ont été victimes, même si j'aime pas trop le terme, Parcoursup permet de le contourner. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. En tant que directeur adjoint de l'Institut, est-ce que pour vous l'arrivée de Parcoursup change quelque chose dans la façon d'accueillir et d'aider l'élève à trouver son orientation et son futur ? Alors oui, complètement. Mais cela de manière conjointe avec la réforme du lycée, car on a vu la focale changer complètement le regard que l'on doit porter sur les études. Pourquoi ? D'abord parce que le bac aujourd'hui, on ne va pas se mentir, n'est plus le sujet central du lycée. On a des réussites, des taux de réussite qui montrent à quel point le sujet est ailleurs. Le sujet, il est précisément, pour répondre à votre question, dans le parcours personnel. C'est-à-dire que, certes, la réussite au bac est fondamentale, mais ce qui compte vraiment, c'est la réussite dans la connaissance de soi. Donc oui, ça a changé, en effet, notre travail, puisque désormais, on le sait, le projet d'éducation, d'enseignement du lycée se tourne totalement vers ça. Qui es-tu ? C'est la question que le lycéen doit se poser, qu'on doit tous se poser. Mais en l'occurrence là, dès la seconde, qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelles sont mes compétences ? J'utilise souvent le terme de pente de talent. Quelles sont mes aptitudes ? Est-ce que les résultats que j'obtiens correspondent à mes ambitions ? Est-ce que mes ambitions sont le reflet de mes résultats ? Alors, c'est un sujet quand même il ne faut pas le dramatiser, il faut le prendre à bras le corps, parce que c'est la réalité du lycée aujourd'hui. Mais oui, ça a totalement changé à la fois la vision que l'on a du lycée, mais aussi le calendrier d'enseignement. Mais on sait que c'est dur pour les enfants et pour les jeunes adolescents qui font face tous les jours. Mais du coup, est-ce que vous auriez des choses pour simplifier la tâche à ces étudiants, ces futurs étudiants ? Alors, moi je dirais d'abord, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais enfin j'aime bien citer Jean-Paul II quand il disait « N'ayez pas peur ». Voilà, on est dans un monde où on a peur de tout. Je veux quand même préciser une chose par rapport aux générations d'avant, dont je fais partie. Parcoursup permet d'avoir accès en quelques clics à 20 000 formations. Ce qui n'était pas le cas. À l'époque, je le répète, mon exemple personnel, mais aussi autour de moi, on avait les exemples familiaux ou parfois péniblement de quelques salons. Aujourd'hui, en quelques clics, j'ai accès à des formations absolument extraordinaires. Donc déjà ça, c'est un point qui ne doit pas nous faire peur. Il ne faut pas confondre, je crois, les solutions et les problèmes. Personnellement, je pense que Parcoursup est plus une solution qu'un problème. Le problème, me semble-t-il, c'est en effet cette multiplicité de choix qui d'abord, nous fait douter de nous fait douter de notre capacité à y avoir accès, nous fait douter de la manière dont on pourrait potentiellement les hiérarchiser alors qu'on ne le peut plus. Il y a un trouble qui se joue à ce niveau-là. Mais Parcoursup en soi me semble être plus propice à donner des solutions. La deuxième chose sur laquelle je veux insister pour les lycéens, c'est de dire la chose suivante. Le sujet n'est plus la réussite au bac. Je fais un peu de provocation en disant ça, vous m'avez compris. C'est bien sûr un sujet, mais ce n'est pas le sujet central. Le sujet central, on le voit dans le parcours de formation motivée sur Parcoursup que les jeunes doivent rédiger. Le sujet, c'est qui je suis en dehors de l'école. Quels sont mes engagements citoyens, sportifs, culturels. Car c'est à travers ça que vous allez démontrer vos valeurs, que vous allez démontrer vos talents, votre indépendance de pensée, votre liberté de penser. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est certes de prioriser le lycée, je ne vais pas dire l'inverse, ce serait évidemment ridicule, mais aussi d'être des hommes et des femmes libres et d'habiter le monde dans un engagement, je le répète, associatif, civique, citoyen, personnel, faire des stages, ouvrir la porte des musées, aller au cinéma, lire la presse. C'est là-dessus, je crois, j'espère répondre à ta question, c'est là-dessus, je crois, que va se jouer la qualité d'abord de la personne qu'ils seront et de leur projet de formation motivée, bref, en gros, de la personne qu'ils vont montrer à travers leur dossier de candidature Parcoursup.
l'engagement personnel en fait primerait sur, primerait est un grand mot, mais plutôt serait mis en avant. Un professeur de Sciences Po, je lisais dans la presse il y a quelques semaines, un professeur de Sciences Po le disait à ses étudiants. Il leur disait vous réussirez. Ce qui compte n'est pas de réussir à votre diplôme, c'est de réussir ce qu'il y a de manière périphérique au diplôme. Donc oui, bien sûr qu'il faut saisir la possibilité de réussir pleinement au lycée. On a essayé, nous, modestement, au lycée, de faire un petit peu bouger les lignes, notamment avec le bureau des lycéens, que vous représentez parfaitement d'ailleurs, qui donne accès à une forme de démocratie directe. Mais de réussir pleinement à travers les matières que vous choisissez. D'ailleurs, je le répète, vous avez quand même, grâce à la réforme, la possibilité de choisir 12 heures de votre emploi du temps. Nos générations, nous aurions adoré cela. Et en plus de ça, des éléments de démocratie directe qui vous permettent de vivre pleinement votre vie lycéenne en essayant de porter des projets indépendants. Donc l'idéal est là, je crois. Embrassez totalement vos choix librement, à partir du mois d'avril de seconde, et en même temps vous investir très librement dans votre vie de jeune citoyen. Bon, eh bien, merci Monsieur Dufour pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avec grand plaisir. On va passer à la suite. Nous retrouvons maintenant Yvan Lachaud, directeur général de l'Institut Emmanuel d'Alzon. Donc, durant cette émission, cette nouvelle édition de TV d'Alzon, nous avons pu traiter deux sujets, Parcoursup et que nous allons traiter maintenant, enfin un peu plus tard, le conflit intergénérationnel. Baptiste, pour vous, quel est votre regard sur l'éducation qui a pu évoluer, changer au cours de ces dernières années ? Je dirais que presque il faudrait à peu près 1 heure pour répondre, mais l'éducation, elle a à tout moment bougé. J'en veux pour preuve, quand je suis rentré dans l'éducation nationale pour enseigner, certains profs m'ont dit « Oh, tu verras, c'était pas pareil il y a 20 ans ». Et quand ils rentrent aujourd'hui, ils disent « Mais si vous saviez ce que c'était il y a 20 ans ». Donc, il y a une évolution, oui, une évolution en général liée à quoi ? Liée à des fonctionnements différents, liées à des capacités différentes. Si on prend aujourd'hui, peut-être dans un premier temps, si on compare les modes d'éducation, aujourd'hui vous travaillez beaucoup plus en utilisant vos tablettes, vos téléphones et autres, donc on est dans une autre fonction de pratiquer. Bon. L'écrit aujourd'hui, l'écrit papier a des tendances à disparaître. Mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est ce qui est proposé aux élèves que vous êtes. Est-ce que c'est toujours autant en lien avec ce qui pourrait être fait ? Ma réponse est oui. Parce que c'est heureux, l'éducation s'adapte. Et je crois que, moi j'ai plutôt tendance à être toujours positif, il me semble aujourd'hui que ce qui est plus pertinent, c'est cette recherche de l'adaptation aux besoins de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, on essaie de ne pas rester dans du classique et de regarder ce qu'on peut vous proposer. Alors, si je prends un exemple, vous êtes au lycée, vous aurez bientôt terminé. Si vous regardez l'enseignement supérieur, il a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il vous est proposé, si vous le souhaitez, d'aller beaucoup plus loin dans votre formation pour avoir Bac+3, Bac+5, mais il vous est aussi proposé, si vous le souhaitez, d'avoir des formations qualifiantes très rapides, par de l'alternance, chose qui n'existait pas, par des formations qui sont là parce que justement des nouveaux métiers sont en train de se créer et il n'y avait pas de formation ad hoc. Exemple, cybersécurité, d'accord ? Donc pour celles et ceux qui se régalent en informatique et autres, cybersécurité, c'est plutôt une formation sympa. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux ou moins bien, il y a à chaque époque ses possibilités. L'enseignement est resté très traditionnel pendant un certain temps et aujourd'hui, pour moi c'est heureux, il s'adapte un peu à une méthode que je dirais à l'allemande, c'est-à-dire à une réponse plus locale, puisqu'en Allemagne ce sont les Länder, c'est-à-dire les régions qui gèrent une grande partie de l'éducation, avec de l'alternance depuis longtemps, ce qui nous manquait beaucoup en France. Et aujourd'hui, cette double possibilité est intéressante. Bon, c'est une facette de l'éducation, il y en a des milliers. Je dirais aujourd'hui que ce qui est peut-être plus problématique pour les professionnels d'éducation, c'est-à-dire les enseignants, c'est un petit peu, allez, je vous le dis, les comportements de celles et ceux qui sont en classe, notamment les vôtres. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu plus de difficultés parfois
parce que, et Covid aidant, des relations entre les élèves, les parents d'élèves et le monde enseignant a évolué. On s'adapte. Est-ce que c'est une évolution positive ou négative? J'en sais strictement rien. Elle est peut-être plus complexe que ce qu'elle a été par le passé, mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà. J'ai essayé de vous apporter quelques éléments, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, j'en sais rien, mais par rapport à il y a quelques années, vous en pensez quoi? Ça a changé? De mon point de vue, il y a un léger changement, mais c'est le pouvoir d'adaptation d'un élève et d'une personne de notre âge qui a mis en valeur. Je pense que l'éducation va évoluer, tout le temps évoluer, en constante évolution, parce qu'on a des constantes demandes à niveau géopolitique, politique, social. C'est important et on va avoir de nouveaux changements bientôt. Également, je pense que c'est en perpétuelle évolution et de toute façon, on s'adapte avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, Et l'éducation s'adapte aussi à votre évolution. Voilà. on s'adapte tous. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Lachaud. Merci à vous deux et félicitations pour animer ces émissions. Merci. Bon, merci. Autre sujet, le conflit de génération ou pas, et cette question qui revient très souvent, était-ce mieux avant? Avec nous, Inès Ouraou. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pascal Ramon, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis formateur dans l'enseignement supérieur et en particulier pour la préparation au concours Sciences Po à l'université d'Alzon. Et enfin, monsieur Jean-Pierre Vélis. Oui, bonjour. Bien écoutez, moi je suis retraité et simplement il se trouve que je me suis occupé pas mal de questions d'éducation dans ma vie qui commence à être un peu longue. D'accord, merci. Inès, avant tout, pourquoi avez-vous choisi de traiter ce sujet? Oui, en effet, Elsa, on a choisi de traiter de ce sujet car nous nous sommes demandé pourquoi tout le monde pense que c'était mieux avant. On a voulu savoir pourquoi. Ce sera donc la thématique de notre micro-trottoir. On regarde ensemble. Alors pas du tout. Là maintenant vous êtes dans une société où on a besoin d'apprendre beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans. Donc d'une certaine manière le niveau est plus élevé en fait qu'avant. Moi à mon avis je pense qu'il a baissé, oui. Pourquoi? Pourquoi du coup? C'est dû à l'internet, entre autres tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Il y a plein de bonnes communications actuellement. Pensez-vous qu'il y a un fossé entre l'ancienne et la nouvelle génération? Ouais, même déjà entre les générations de 10 ans, il y a déjà un fossé de 5 ans. Il y a toujours eu de toute façon des incompréhensions entre générations. Enfin, il n'y a rien de nouveau, ça date, on a déjà des textes de l'Antiquité qui en parlent. Donc, L'ancienne génération était plus instruite. En revanche, celle-ci a une toute autre forme d'éducation et je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même un parallèle entre les deux. Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies ont un impact sur l'éducation et l'apprentissage? Oui, pas forcément dans le mauvais ou dans le bon sens, ça dépend des circonstances. Je pense que dans un sens, ça peut nous aider parce qu'on a plus d'aide au niveau technologique et dans l'autre sens, c'est peut-être moins bien parce qu'on est moins concentré. Oui, c'est un impact sur l'éducation, seulement il faudrait que ça soit mieux dirigé, que ce soit mieux encadré, que ce soit encadré par les instituteurs. Il y en a déjà qui le font très bien. Oui, bien sûr. Votre génération là aussi est confrontée à quelque chose de totalement nouveau. C'est que vous avez dans la poche un outil qui vous permet d'avoir accès quasiment à toute la connaissance humaine. Je me permets de vous poser la question à monsieur Pascal Ramon et monsieur Jean-Pierre Vélis. Est-ce que pour vous le niveau actuel d'un étudiant a baissé depuis ces dernières années ou les générations qui ont pu suivre? Mon sentiment, c'est qu'en effet, le niveau a baissé. On l'observe sur des connaissances basiques. Je dirais la maîtrise du français, des règles d'orthographe, de grammaire, la quantité de vocabulaire utilisé par les élèves et l'aisance avec les mathématiques. Voilà. Et puis peut-être un autre point, ce serait la capacité à se concentrer avec cette génération Z, donc pour zapping, qui a du mal à se projeter au-delà de 15 minutes dans un travail qui pose des difficultés, avec sans doute des progrès dans d'autres domaines, mais qui ne compensent pas, à mon sens, ce qu'on a pu perdre sur les fondamentaux. Ok. Et de votre Bon, alors moi je vais m'inscrire un peu en faux. Parce qu'il faut faire un débat et je pense qu'au contraire le niveau monte et que le niveau a monté.
Mais il faut considérer les choses de deux points de vue. Un point de vue qui serait un point de vue objectif et un autre qui serait un point de vue subjectif. Alors, du point de vue objectif, il faut prendre des chiffres. Et si on prend des chiffres, eh bien, je vais vous dire une chose très simple. C'est que lorsque j'ai moi-même passé le baccalauréat, c'était il y a plus de 50 ans, largement plus de 50 ans. Mais il faut savoir que seulement 10% d'une classe d'âge arrivait au niveau du baccalauréat. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 90% n'y avaient pas eu accès. Je vous rappelle que vers les années 80-85, il me semble, le ministre de l'Éducation nationale d'alors, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, a souhaité que le niveau d'accès au baccalauréat soit de 80% d'une classe d'âge. Vous voyez la différence? Et on y est à peu près, grosso modo, on est à peu près à ce niveau-là. Donc ça dépend comment on regarde les choses, selon qu'on regarde le côté du verre vide ou le côté du verre plein. Et tous ceux qui aujourd'hui, dont on dit qu'ils n'ont pas les capacités, les compétences, les ceci, les cela, ne seraient jamais arrivés à ce niveau-là si jamais il n'y avait pas eu de modification radicale du mode de fonctionnement et de recrutement et d'accès à l'éducation, notamment une loi qui a permis l'accès à tous au collège. Car moi, je peux vous dire que les petits camarades que j'avais en classe à l'école primaire, je les ai vus éjectés au fur et à mesure des années, qui ne sont pas, eux, entrés en 6e, comme moi j'y suis entré, sans examen. Voilà, donc c'était pas forcément mieux avant, et c'était surtout pas forcément mieux pour tout le monde. Eh bien, nous allons regarder la suite. Le système scolaire actuel, il a beaucoup changé, il y a eu des modifications. Je pense que l'ancien était beaucoup mieux parce qu'on nous demande de faire des choix beaucoup trop tôt. Par exemple au lycée, quand on nous demande de choisir nos spécialités et nous demander d'envisager un avenir alors qu'on a seulement 15 ans. Que pensez-vous du système scolaire actuel? Moi j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu appauvri. Et puis il y a moins le vivre ensemble qui est présent. Et ça c'est dommage parce que quand on est à l'école, c'est déjà les débuts de la citoyenneté et du respect de l'autre. Et alors, est-ce que c'était mieux avant? Je sais pas, j'y étais pas, mais je dirais que en fait c'était différent. Je sais pas si c'était mieux, peut-être, sûrement d'ailleurs. Ah, pour moi, oui, c'était mieux avant, oui. On avait des bons profs et tout, ils étaient proches de nous, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu des bons professeurs, je m'en souviens très bien. Et ils étaient proches de nous, ils étaient attentifs à ce qu'on faisait, à nous faire évoluer dans les matières. Non, je pense pas. Et c'est différent, voilà, c'est tout. C'est différent. Après, par contre, vous arrivez dans un monde où l'avenir, lui, est assez incertain. Et ça, c'est assez nouveau, par contre. Donc, c'est pas la question du c'était mieux avant. Par contre, ça pourrait être pire demain, oui. Monsieur Ramon, ces réponses vous ont-elles surprise ? Écoutez, c'est vrai que c'est difficile de comparer parce que soi-même on évolue, on ne se baigne pas dans le même fleuve, donc comparer avec un cerveau de 50 ans, ce qu'on a pu vivre avec un cerveau de 20 ans et toutes les représentations qu'on avait à l'époque, c'est compliqué. Donc en ça, je rejoins tout ce qui a été dit dans le micro-trottoir. Sur le jugement par rapport au système dans son ensemble, la proximité ou la distance des enseignants, moi j'ai le sentiment que les enseignants d'aujourd'hui sont peut-être plus proches que, d'un point de vue de la culture que les enseignants que j'avais il y a une trentaine d'années. Et paradoxalement, j'ai le sentiment que mes élèves parfois cherchent à augmenter la distance au maximum et notamment à créer des écrans au double sens du terme entre eux et nous. Et quelque part, j'ai l'impression que pour rester proche des élèves, il faut les suivre dans leur métaverse ou leur début de métaverse sur leur téléphone. Donc en effet, je rejoindrai la personne qui évoquait le futur. Est-ce que ce sera pire ? En tout cas, ce sera forcément bien plus différent que la différence qu'on a observée sur les 30 dernières années entre ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait maintenant. Oui, c'est un peu pareil, un peu dans la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous pour une chose, c'est que il y a une différence essentielle, c'est que c'est le statut de l'enseignant qui a changé, qui s'est complètement dévalorisé.
à travers les années. Parce que les années que j'évoquais, en fait, à ce moment-là, par exemple, l'instituteur était quelqu'un de très important en milieu rural, dans une commune, et très fréquemment, d'ailleurs, c'était lui qui occupait les fonctions de secrétaire de mairie, parce qu'il était à peu près le seul à pouvoir maîtriser toutes les techniques qui étaient nécessaires à ce moment-là. Donc, c'est ça qui fait aussi une très, très, très grande différence, c'est-à-dire la dévalorisation du métier de l'enseignant. Et là, tout à coup, ça me permet de faire un bond avec aujourd'hui, où, puisque on a parlé des nouvelles technologies, etc., ça aussi, ça contribue largement à dévaloriser l'enseignant et ses capacités, ses compétences, car il est complètement remis en question. Et là, peut-être remis en question par ses élèves. Et là, moi, je ne parlerai même pas des tablettes, mais je parlerai simplement de ChatGPT, qui va expliquer qu'aujourd'hui, un enseignant doit se remettre totalement en question. Il n'est plus là pour simplement transmettre des connaissances. Il a un autre rôle à jouer. Maintenant, il faut le trouver, il faut le définir. Est-ce que pour vous, je m'adresse à monsieur Pascal Ramon et monsieur Jean Pablis, est-ce que vous, l'arrivée d'Internet, de toutes ces nouvelles technologies, vous évoquiez ChatGPT juste avant, et voilà, toutes ces facilités, toutes ces opportunités qu'un étudiant peut avoir, est-ce que pour vous, ça plombe un peu le système d'éducation mis en place, ou ça peut le valoriser dans un certain cas? Oui, moi j'ai ce sentiment, et j'ai même le sentiment que c'est quelque chose qui est recherché, puisque il y a quand même les plus gros cerveaux des universités américaines qui vont dans des startups, et leur travail, c'est de distraire, de produire de la dopamine à partir de pouces levés sur Facebook ou de likes, de nombre de followers, etc. Et donc, il y a toute une industrie qui s'est organisée autour de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Des sociologues, notamment français, un sociologue a écrit La fabrique du crétin numérique. C'est-à-dire on est vraiment dans une stratégie de concurrence avec la logique beaucoup plus inscrite dans le temps, la logique longitudinale de l'éducation qui s'inscrit sur plusieurs années. Là, on est sur l'interruption, sur la brièveté, sur la fugacité parfois, c'est-à-dire qu'on a une idée mais on n'arrive pas à la fixer. En effet, je crains que ce soit un peu délétère pour les petits cerveaux des adolescents, ou pour les cerveaux des adolescents qui sont déjà bien formés. Et d'ailleurs, il me semble que les études sur le quotient intellectuel ont révélé pour la première fois depuis les années 50 une légère descente du QI des générations actuelles, alors que le QI était en augmentation depuis plusieurs décennies. Oui, alors moi je pense qu'il y a quand même des choses qu'on oublie de voir, parce qu'il y a des choses qui font écran. C'est qu'on parle, l'Internet, toutes ces nouvelles technologies. Mais ce qu'on oublie de dire en même temps, c'est qu'on n'a jamais autant écrit aujourd'hui que par le passé. C'est-à-dire que c'est très bien, ça signifie quoi? Ça signifie que le système de sélection qui s'est effectué, qui s'est toujours effectué dans le système éducatif, en France en tout cas, se perdure. C'est-à-dire que ceux qui, de toute façon, maîtrisent parfaitement bien les techniques de base, les compétences de base, sont ceux qui, justement, vont alimenter ce que monsieur dit, effectivement, aller dans les startups, etc. Mais il faut d'abord commencer par maîtriser toutes ces techniques. Elles ont évolué, elles ont changé. Et si on ne les maîtrise pas, on ne s'en sort pas. Voilà, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait une baisse. Il y a au contraire une exigence plus forte. On revient sur une perpétuelle adaptation, en fait, à ce qu'on entend. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence et pour avoir répondu à nos questions. Et nous allons passer à la suite. Nous allons donc conclure cette émission avec vous, Katia Leutrop. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on a pu vous voir durant cette émission intervenir avec nous, et on vous remercie, nous vous remercions de cette intervention. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des cordées de la réussite. Ça consiste en quoi, les cordées de la réussite? Alors, notre cordée de la réussite s'intitule Un tutorat pour les études, et elle est axée sur 3 volets. L'orientation. On va proposer des mini-stages en fait, aux élèves qui sont encordés avec nous, d'établissements des collèges des Capuchinés Jules Verne, et aussi du lycée Frédéric Mistral, un lycée professionnel. On va leur proposer des mini-stages donc, en optique, en énergie, et ils ont visité aussi nos laboratoires, histoire de découvrir un petit peu l'orientation, ce que l'on peut faire après les études.
On leur propose aussi une mini-conférence où on leur explique un petit peu. On va avoir une aide aux devoirs qui leur est proposée. Tout ceci, c'est tutoré par nos étudiants. C'est-à-dire que nos étudiants participent aux activités avec les élèves des collèges et des lycées. Ce sont nos étudiants qui vont venir les aider pour leurs devoirs sur des projets particuliers. Ça peut être l'aide pour préparer l'oral du brevet, pour préparer leur brevet blanc. Et puis on va avoir un volet culturel qui est assez développé où on va faire intervenir des intervenants en théâtre, où ils vont monter une pièce de théâtre, tous ensemble. Les élèves de prépa, donc on a nos prépas littéraires et on a nos prépas ATS, ceux qui préparent les concours d'école d'ingénieurs. On a également des sorties culturelles. Et puis, qu'est-ce qu'on a organisé d'autre ? On va organiser une visite de Garon, très certainement. Et puis un concours d'éloquence. Et puis j'en ai sûrement oublié. Je suppose que c'est un projet qui marche plutôt bien. Alors il est ouvert depuis 2008, donc c'est quand même la 15e édition. Et il faut savoir que dans l'académie, la moitié des cordées sont ouvertes à peine depuis 2 ans. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup Katia. C'est d'accord pour cela. Merci. Merci, au revoir. Et cette émission est maintenant terminée. Nous remercions Jacques Prévost qui nous a aidé à cotiser ce projet et toutes les personnes qui ont pu nous accompagner à la bonne élaboration de cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Remercie également nos élèves qui sont là sur le plateau, dont Inès et Iliane, qui ont été là avec nous, qui sont de seconde 4. Et de première 9, merci à vous. Et ensuite Méline et Samuel. Tous les deux de première série. Ouais, première. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Et à la prochaine. Et à la prochaine.